Bonjour et bienvenue au 73e épisode de Board Game Duel, le podcast sur les jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Sam et avec moi j'ai Vince. Et aujourd'hui notre thème ça va être les jeux de matchage de pattern. Et de fouiller dans un sac. Oui, ouais. Il y en a qui appellent ça du backbuilding, mais... Ouais, mais on a fait une traduction libre. Fait que fouillage de sac, je sais pas. Ça peut devenir vulgaire, fait qu'on va rester avec backbuilding, je pense. Mais ça va être pour plus tard dans l'émission. Parce que comme le veut la tradition, on va commencer par faire un retour sur le duel de l'an passé. Et l'an dernier, on était dans la chasse aux monstres, un autre thème très courant. Et on en a parlé au dernier épisode parce qu'on a fait notre top 34, donc notre ultime classement de tous les jeux qu'on avait présentés en duel. Donc, petit rappel, moi j'avais parlé de Champions of Midgard, un jeu de placement d'ouvriers où on va accumuler des ressources qui sont principalement des dés, qui sont différents guerriers vikings qu'on va utiliser pour aller combattre tout plein de monstres. En gros, c'est de l'optimisation de ressources, mais qui sont des guerriers. Fait que c'est super thématique. Puis comme je disais au dernier épisode, moi c'est un jeu qui a une petite valeur nostalgique parce que c'est un des premiers jeux qu'on a acheté. Puis mais je le trouve encore bon pareil. Là. Je suis tout le temps content de le ressortir, d'y rejouer. Il est disponible sur BGA en alpha, je pense encore. Malheureusement, l'extension est pas là sur BGA. Puis je pense en tout cas moi sur la table, je joue jamais sans parce que je trouve que l'extension Valhalla, elle ajoute vraiment plein de belles choses là qui font que même quand tu perds un combat, ben tu peux gagner quelque chose pareil. Fait que ça mitige beaucoup le hasard puis ça fait que ça rajoute une belle couche de stratégie, un excellent jeu même sans, mais avec c'est comme encore meilleur. Et de mon côté, j'avais défendu le jeu Witcher Old World, qui est un gros jeu open world dans l'univers du Witcher, ou le sorceleur en français. Fait que dans ce jeu-là. Sorceleur. Ouais, c'est le sorceleur en français. Moi, je trouve que c'est quand même pas mauvais comme. Moi, je pense que j'aime quand même mieux The Witcher. Ouais, mais le Witcher. Le sorceleur. Mais tu sais, je trouve ça bien quand même parce qu'il aurait pu. Ça sonne français puis ça garde un peu l'esprit, tu sais, du mot d'origine, je trouve. C'est sûr que le mot d'origine, je pense que c'est en polonais, c'est Wiedźmin, je pense que ça se prononce. Je suis vraiment pas certain. Mais c'est ça. Tout ça pour dire, c'est un jeu de deck building avec des cartes qui ont plusieurs usages. On se promène sur la carte, on traverse le continent pour tuer des monstres, résoudre des quêtes, faire des choix déchirants. C'est un jeu qui a pas mal de stock dedans, beaucoup d'extensions, mode coop, mode compétitif, différentes façons de jouer compétitif avec les extensions. C'est un jeu que j'aime beaucoup aussi. En fait, il faut que je le sorte plus souvent. Là. C'est comme j'attends le bon moment pour le sortir. Le problème, c'est que il est pas facile à sortir parce qu'il est quand même long à jouer. Là. C'est ça. Puis tu sais, il prend un certain temps à mettre en place. Fait que tu sais, c'est plus difficile. Puis j'ai un monstre chez moi qui me cause problème parfois. Certains monstres du nom de Winston. Vous le voyez pas, mais je fixais mon chat qui a tendance à lui aussi aimer attaquer les monstres. Fait que je l'ai pas ressorti souvent, mais j'ai bien hâte de le ressortir. Donc voilà, c'était notre duel de l'an passé. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez toujours aller réécouter cet épisode-là. Ou n'importe quel autre de nos épisodes précédents si vous l'avez pas encore fait. Ils valent toute la peine. Donc maintenant pour les jeux qu'on a joués récemment. Eh bien récemment on a joué ensemble à un jeu qui s'appelle Silver, qui a été designé par Ted Alspach et publié par Busier Games, qui nous ont d'ailleurs fourni une copie presse pour qu'on puisse vous en parler. Ça nous a pris un petit peu de temps avant d'en parler, donc on s'excuse, mais... C'est là que ça se passe. Fait que Silver, c'est un petit jeu de cartes avec un petit élément de mémoire. Dans le fond, le but du jeu, c'est comme
de se débarrasser des cartes qui sont devant nous. Puis en début de partie, en début de ronde, on va avoir comme 5 cartes devant nous, face cachée, puis on peut seulement en regarder 2. Quand c'est notre tour, dans le fond, on peut piger soit la première carte sur le dessus de la défausse, si elle a une valeur bien précise, pour pouvoir appliquer son effet, ou sinon on pige la carte qui est sur le dessus, on la regarde, puis après ça, on peut remplacer une carte de notre qui est en avant de nous par cette carte-là. Puis là, la twist, c'est que si je sais que j'ai plusieurs cartes qui ont la même valeur, ben je peux remplacer toutes ces cartes-là par une seule carte. Fait que comme ça, je diminue le nombre de cartes que j'ai en avant de moi. Puis c'est un peu ça comme le but du jeu, c'est qu'à la fin du round, il faut que j'aie le moins de points possible devant moi. Puis là, tu sais, les cartes vont de 1 à 13, je pense. Ouais. Puis, fait que c'est ça, si je sais que j'ai comme 2 sets, puis que là, je pige un 3, ben je peux dire, ben je remplace mes 2 sets par un 3, puis là, je dois révéler à la table que j'ai bel et bien des sets. Puis si je me suis trompé ou que je me rappelais pas, il était où le set dans mon paquet, ben là, je suis un peu fourré, puis je suis obligé de garder la carte que je viens de piger, en plus des toutes les autres cartes que j'avais devant moi. Puis si jamais tu décides que, si jamais t'as fait une erreur puis que t'avais dit que t'avais 3 cartes ou plus, ben ça te rajoute une carte supplémentaire devant toi. Fait que ça coûte vraiment cher de se tromper, fait qu'il faut que tu sois sûr de ton affaire. À ça, on ajoute que les cartes, en plus d'avoir des valeurs, ils vont avoir des pouvoirs spécifiques qui peuvent s'activer à certains moments. Il y en a qui vont te permettre de retourner des cartes qui sont devant toi. Il y en a qui vont te permettre d'échanger des cartes, de protéger des cartes. Puis plus la valeur est haute, généralement, plus le pouvoir va être intéressant. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut savoir des fois que faut que tu t'arranges pour pouvoir activer le pouvoir de la carte qui t'intéresse, une carte qui peut être puissante, parce que tu peux pas le faire n'importe quand. Fait que ça, t'as ce petit jeu-là en plus qu'il faut essayer d'utiliser pour pouvoir réduire les cartes devant soi, puis aussi diminuer vraiment les nombres qu'on a sur nos cartes. Mm-hmm. Puis il y a beaucoup de cartes aussi que leur pouvoir, tu peux juste l'utiliser comme tu la piges puis t'as 10 cartes immédiatement. C'est comme la seule façon de faire son pouvoir. Mais tu sais, ça va te permettre d'aller voir tes cartes, peut-être d'aller voir les cartes des adversaires aussi puis ça peut potentiellement influencer ta stratégie. Je te dirais que dans le jeu de base, il y a pas tant de cartes qui vont aller interagir avec les cartes des autres. Mais dans le fond, Silver, c'est comme il y a un jeu, mais c'est aussi comme un système, puis ils ont sorti plusieurs boîtes. Là, il y a eu Silver Bullet, Silver Coin, Silver Dagger, Silver Eye, Silver Fang. Donc c'est ça, il y a comme tout plein de sets de Silver, si tu veux. Puis comme dans chaque boîte, dans le fond, c'est un standalone qui va avoir des cartes de 1 à 13. Ils ont toutes c'est les mêmes règles de base, mais c'est les pouvoirs sur les cartes qui vont être différentes, dans le fond. Puis si t'as plus qu'une boîte, ben, tu peux comme les mix and match. Là. Tu peux prendre le 2-3 d'une boîte, le 4-5 de l'autre. Le temps que t'as une carte de chaque valeur, tu mélanges tout ça ensemble. Puis là, d'une fois à l'autre, ça va te donner comme une combinaison de pouvoirs qui va être différente puis qui vont potentiellement vraiment beaucoup changer la game. Là. Exact. Puis aussi, chaque jeu a aussi une règle spéciale. Il y a comme un petit objet, là, tu sais, dans Bullet, c'est une balle, dans Amulette, c'est une amulette, qui donne un pouvoir particulier qui peut être utilisé par celui qui le contrôle. Puis tu peux ajouter ça aussi dans la partie, puis prendre ceux qui t'intéressent pour pimenter le jeu. Puis évidemment, comme c'est Bezier Games, ben c'est un thème de loup-garou, là. Fait que le Silver, c'est justement pour te défendre des loups-garous qui sont dans ton village. Puis là, dépendamment de quelle sorte de villageois que c'est pour ceux qui ont plus ou moins de valeur parce qu'ils sont plus ou moins tentants pour les loups-garous, dans le fond. C'est ça la thématique. Exact. Ouais, on l'oublie un peu vite quand quand on a le jeu devant nous, on voit plus les chiffres puis les pouvoirs, mais c'est vrai que c'est un jeu de loup-garou, finalement. Ouais. Fait que ça, moi j'ai trouvé ça bien. Je serais curieux d'essayer les autres sets, puis de faire des mélanges puis voir qu'est-ce que ça donne. Puis mais tu sais c'est rapide à jouer, c'est facile à expliquer. Mais t'avoues que la première fois que j'ai lu les règles, j'étais un peu mêlé là, mais tu sais comme quand tu commences à jouer, ça s'apprend vite là, puis ça se joue rapidement aussi là. C'est ça.
Comme on disait, le jeu de base, on trouvait peut-être qu'il manquait un petit peu d'interaction. Fait que, puis on n'a pas essayé les autres sets, fait que c'est peut-être que ça peut corriger ça. Je peux malheureusement, on n'est pas en mesure de vous dire dans le fond le meilleur kit, c'est quelles deux boîtes, admettons, qui font la meilleure expérience. Là. Ça, il y a peut-être des gens dans l'auditoire qui ont plus d'expérience que nous dans Silver, fait que je vous laisserai le soin de nous conseiller. Ouais, pis si jamais tu sais ça sonne vraiment cool puis que vous avez le goût de toutes les avoir, ben, ils ont fait une campagne de sociofinancement il y a pas longtemps pour une espèce de big box qui tu peux tout mettre dedans puis tu sais c'est comme c'est une genre de boîte qui s'ouvre avec des racks puis là tu vas chercher la boîte que tu veux puis tu sais, au niveau rangement puis matériel c'est vraiment bien fait là. Tu sais chaque boîte a son insert pour mettre toutes les cartes de toutes les valeurs, fait que c'est facile quand tu veux mélanger, de prendre ben le 9 de cette boîte-là, le 3 de cette boîte-là, pis tu sais. C'est ça, c'est de la job de resserrer à la fin de la game, là, mais c'est quand même pas si pire que ça. Ouais, puis les racks sont faits en sorte qu'ils supportent les cartes slivées aussi pour ceux qui veulent faire attention à leur jeu. Donc voilà, c'était Silver de Ted Alspach et Bezier Games, qu'on remercie encore pour la copie presse. Donc on va rester dans les jeux de cartes avec interaction avec les autres joueurs. Parce que moi, j'ai récemment joué à Courtisan, qui est sorti cette année, designé par Romaric Gallonnier et Anthony Perron, publié aux éditions Catch-Up Games, puis aussi retrouvé chez Pandasaurus Games. Donc, dans Courtisan, la reine propose de faire un souper, puis invite toutes les familles du royaume pour justement que tout le monde s'organise, puis jase gentiment pour organiser les affaires du royaume, puis que tout le monde en sorte gagnant. Fait que non, ça se passe pas comme ça. Toutes les familles vont essayer de se couillonner, d'aider leurs amis. On va essayer d'influencer les gens pour qu'ils deviennent amis avec les mauvaises familles pour avantager notre propre situation. Fait que c'est un jeu où on va tous se poignarder dans le dos mutuel, puis c'est une mécanique du jeu, en fait. C'est donc ben pas réaliste, c'est pas comme ça que ça se passe à la cour, normalement. Eh ouais, hein, c'est ça, c'est tout à fait une caricature de la politique en général aussi, je dirais. Wow, que, on va pas là. ouais, non. Donc, dans Courtisan, on a, c'est ça, 6 familles qui se battent pour avoir l'influence. À notre tour, chaque joueur va avoir une main de 3 cartes. Ces cartes-là vont être associées à ces 6 familles-là, qui sont de couleurs différentes. Il y a des cartes qui vont être de base, qui n'auront pas de pouvoir particulier, puis il y a quelques cartes qui vont avoir des pouvoirs. À ton tour, il va falloir que tu joues une carte devant toi. Cette carte-là, dans le fond, elle va te permettre de faire des points ou de perdre des points en fonction du statut de la famille en question. Fait qu'on joue une carte devant soi, on joue une carte à la table de la reine, du côté favorable ou défavorable. Fait que ce qui fait que s'il y a plus de cartes du côté favorable pour une famille donnée, ces cartes-là vont donner des points aux gens qui vont l'avoir devant eux à la fin de la partie. Mais si une famille a plus de cartes du côté de la disgrâce, ben ces cartes-là vont scorer des points négatifs à la fin de la partie. Fait que après ça, une fois qu'on a placé notre carte au milieu pour déterminer justement est-ce qu'on veut aider ou nuire à une famille particulière, notre troisième carte va aller à un autre joueur qu'on va essayer, bien entendu, à qui on va essayer de nuire. Fait que tu joues une carte devant toi, une carte dans le milieu pour influencer la valeur, puis une carte à quelqu'un d'autre, c'est ça? Exactement. Fait que tu sais, il faut que tu joues tes affaires pour que tu montes en réputation les cartes qui vont être avec toi, puis descendre celles de tes opposants. Mm-hmm. Fait qu'il y a beaucoup d'interactions, c'est ça, entre les joueurs juste de ce fait-là. Ça me rappelle un peu Biblios, là. Tu sais, que tu piges les cartes une par une, là, faut que tu t'en donnes une, puis que tu mettes les autres aux enchères, ou que tu les donnes aux autres joueurs carrément. Hein. Ouais, ça peut ressembler un peu à ça. Puis, j'allais dire à ça, tu rajoutes aussi certaines cartes qui vont avoir des pouvoirs. Fait que t'as des cartes qui ont un peu plus de prestige, dans le fond, qui comptent pour 2 cartes. Fait que ça peut soit t'aider à booster la réputation ou diminuer la réputation d'une famille, ou bien ça te fait des points doubles pour toi.
T'as la carte de l'assassin. L'assassin, c'est quand tu la joues à un endroit, ben tu détruis une carte sur cet endroit-là. Fait que tu peux autant l'utiliser pour toi t'enlever des cartes qui te nuisent, enlever des cartes bénéfiques aux autres, ou essayer de rétablir un peu l'équilibre dans les familles sur la table. T'as des cartes aussi qui ont des boucliers qui te permettent de protéger, qui font qu'ils peuvent pas être tués par l'assassin. Et on a les espions. Les espions, c'est des cartes qui sont jouées face cachée. Fait qu'on connaît pas leur allégeance. La personne qui la joue, dans le fond, va avoir une dernière chance de savoir l'allégeance de cette carte-là au moment où il la met. Puis là, après ça, ben, il faut qu'il se rappelle c'est quoi qu'il a mis. Parce qu'il peut l'avoir mis sur lui, à quelqu'un, ou au milieu de la table. Fait que c'est pour ça que, puis ça, ces cartes-là vont juste être révélées à la fin du round, quand il y aura plus de cartes à distribuer. À ce moment-là, une fois que toutes les cartes vont être passées, il y a selon le nombre de joueurs qu'on est, il y a un nombre de cartes définies, dans le fond, qui vont être disponibles. On va en écarter si on est moins nombreux. Mm-hmm. Puis là, on révèle, dans le fond, tous les espions, on calcule les points positifs pour les familles qui sont dans le positif, on enlève les points pour les familles en disgrâce. Puis tous les joueurs vont aussi avoir deux petites cartes objectifs qui peuvent faire des points en fin de partie si on réussit à atteindre l'objectif en question. Ça donne chacune de ces cartes-là va te donner comme un petit 3 points si tu réussis. Là. Puis c'est des objectifs du genre faut que tu aies une carte des 5 couleurs, faut que tu aies 5 cartes d'une couleur, faut que tu mettes 5 familles dans le positif, admettons. Bon, celui-là il est un peu tough, là, mais il est vraiment pas là. Mais c'est ce genre d'objectif-là, c'est tout relié à ce qui se passe sur le jeu. Fait que c'est ça, c'est un jeu qui se joue quand même assez rapidement. C'est un jeu assez interactif parce que veux pas, on est tout le temps en train de se couillonner les uns les autres en jouant des cartes, que ce soit au milieu ou aux autres. Ouais, moi j'aurais comme peur que ça vire en tout le monde met des cartes pour faire chier Vince, puis Vince a aucune chance. Hein. Ben, je te dirais que c'est arrivé. Mais ça, c'est parce que c'était moi. Parce que c'est toi, ça m'étonne pas. Mais justement, c'est ça. Ce qu'il faut faire attention dans ce temps-là, c'est que si on cible tout le temps le même personnage, c'est qu'on a la même personne à table, c'est que il y a quelqu'un d'autre qui peut en profiter pour tirer son épingle du jeu. Fait qu'il faut que tu t'assures de tirer sur les bonnes personnes au bon moment. C'est d'avoir une vision globale du jeu. Puis, ça fait aussi que des fois, entre joueurs, on va se le dire, comme hey, lui, il y a beaucoup de rouge, là, puis là, ça score positif, ça. Fait qu'il faut essayer de soit baisser le rouge, soit lui envoyer des cartes qui sont pas bonnes. Là. Fait que si tu veux en sortir, t'as pas le choix de faire ça. Parce que nous autres, on avait finalement des grosses différences de points parce que justement, les gens s'étaient acharnés sur moi. Puis moi, ben je pouvais pas tirer sur tout le monde en même temps. Fait que ça a fait que les points étaient il y avait une très gros espace de points. Je pense que j'avais fini avec 0 points. J'avais à peine réussi à récupérer mon retard de malus. Puis celui qui a gagné, je pense qu'il avait gagné 30 points. Là. En tout cas, c'était des grosses différences. Mais c'est ça, c'est super cool. Le jeu est super beau. Les cartes ont comme un petit filigrane d'or. Les dessins, ils sont intéressants. Puis le plateau central, en fait, il est fait en tissu. Fait qu'il est très très joli. Puis c'est très intéressant à jouer. Moi j'ai bien aimé mon expérience. Ouais. Pandasaurus, d'habitude, ils font des belles productions, là. Ouais, non, clairement. Fait que c'était Courtisan. Ben, parlant de jeux de 2024, puis qui sont un peu filler, moi j'ai joué dernièrement sur BGA à Captain Flip, qui est sorti cette année, designé par Remo Conzadori et Paolo Mori. Donc c'est lui qui avait fait Dogs of War, puis plein d'autres jeux que j'ai beaucoup aimé, donc j'avais hâte d'essayer celui-là. Et c'est publié par Playpunk, un éditeur que j'avoue que je ne connaissais pas avant ça. Donc c'est un petit jeu de placement de tuiles. Dans le fond, c'est que le thème, c'est qu'on est comme on a chacun notre bateau de pirate, puis on essaye de le remplir. Puis dans le fond, il y a comme différents plateaux sur lesquels on peut jouer. Là. Mais celui de base, dans le fond, c'est un bateau de pirate, puis il y a comme 5 colonnes qui vont avoir plus ou moins de place dedans, puis sont pas comme parfaitement alignées, si tu veux.
Là, à ton tour, tu piges une tuile. Là, sur un côté, sur le côté que tu piges, il va y avoir un personnage. Puis là, chacun des personnages va donner plus ou moins de points selon différentes conditions. Là. Par exemple, le cuisinier, mais lui, il donne 1 point par autre personnage. En fait, 1 point par tuile dans sa rangée au moment où tu le places. Fait que si c'est la première tuile que tu piges, c'est pas très bon parce que c'est sûr qu'il va devoir avoir juste 1 point. Mais t'as toujours le choix, dans le fond, de flipper ta tuile. C'est pour ça que ça s'appelle Captain Flip. Puis là, sur l'autre côté, ben, il va y avoir un autre personnage. Mais là, un coup que t'as flippé, t'es pris avec ça, puis t'es obligé de la jouer. Fait que t'as tout le temps un petit aspect de pousse ta chance, de genre, ah ouais, ce bonhomme-là, il est quand même pas pire, mais est-ce que je pourrais avoir mieux, tu sais? Puis c'est ça, tu places tes tuiles, puis là, t'appliques le pouvoir. Il y en a qui vont comme faire des points en fin de partie. T'en as un, c'est l'espèce de moussaillon, là, fait que tu fais 1 point par colonne. En fait, tu fais de plus en plus de points. Plus t'as de colonnes qui ont au moins un moussaillon dedans. T'as des gunners qui valent beaucoup de points au moment où tu joues, mais si t'en as plus que 3, t'as carrément perdu ta game. Puis, fait que c'est ça, il y en a plusieurs différents. Puis dans le fond, la partie va se finir quand quelqu'un finit 4 de ses colonnes. Dans le fond, on finit le round pour que tout le monde ait le même nombre de tours, puis on compte les points. Puis il y a bien des colonnes aussi que quand t'es complète, ça va te donner des récompenses. Là, soit des points immédiats, soit des cartes au trésor. Puis dans le fond, quand c'est toi qui as le plus de cartes au trésor à la fin de ton tour, tu prends comme le jeton de carte, puis ça te vaut 1 point à la fin de chacun de tes tours. Là, les autres joueurs peuvent aller en chercher aussi, puis te la reprendre. Puis il y a des tuiles qui te permettent de te rajouter des cartes au trésor, justement. T'as des tuiles que leur pouvoir, c'est qu'ils te donnent moins 1 point, mais ils te permettent de repiger une autre tuile tout de suite. T'en as qui te permettent d'aller flipper les tuiles qui sont à côté d'elle au moment où tu joues. Fait que tu sais, t'as moyen de mitiger ton hasard, puis si tu te rappelles bien de quelle tuile t'as flippé puis qu'est-ce qu'il y avait l'autre bord finalement, ben tu peux comme te débarrasser de tes tuiles qui te nuisent puis aller rechercher les tuiles que t'avais besoin au final. Là. Puis c'est ça, comme courtisan, c'est super rapide à jouer. Là, j'ai dit le playtime est à 20 minutes, là. Je pense que c'est pas un mensonge pour une fois, là. Sur BGA, c'est encore plus vite que ça. Puis c'est ça, il y a plusieurs boards de disponibles, là, puis ils ont toutes des configurations un peu différentes, là. Fait qu'ils n'auront pas les mêmes bonus aux mêmes colonnes, puis les colonnes seront pas placées de la même façon, là. Ouais, fait que si on pense au cuisinier, ben dans le fond, en fonction du board que t'as, il y a des boards sur lesquels il peut être plus rentable que d'autres. Fait qu'en fonction de ça, tu ajustes un peu qu'est-ce que tu vas si tu vas flipper ou pas. Ouais, c'est ça. Puis quand est-ce que tu veux le pogner aussi. Mm. Parce qu'il y a des rangées que ça peut être long avant que tu te rendes en fait, il y a des colonnes que ça peut être long avant de te rendre à la rangée qui est pleine, là. Donc c'est ça, c'est Captain Flip. Un jeu que vous avez peut-être entendu parler si vous fréquentez la boutique L'Odyssée, notre généreux commanditaire, qui dernièrement ont organisé un tournoi de ce jeu-là. Donc tout le monde était invité à s'inscrire, on pouvait se pointer, puis on jouait 3 games de Captain Flip, puis le gagnant de tout ça repartait avec une copie du jeu, puis il y avait aussi d'autres prix pour ceux qui étaient présents sur place. Moi, je n'y étais pas, mais je suis sûr que ça a été un superbe événement. Tu sais, Sam, des fois, tu parles des jeux, là, je me dis, ça a l'air cool, tu sais. Je pourrais peut-être l'essayer moi aussi. Tu sais, il y a des jeux, tu sais, qu'on présente en intro, tu sais, que, mettons, moi, je l'ai pas joué ou Sam l'a pas joué, puis des fois, ça arrive que Sam, il présente un jeu qui a l'air intéressant. Puis là, en sachant que Sam a des goûts un peu discutables, ben là, j'essaye de voir, d'autres podcasts, d'autres créateurs de contenu, voir s'ils ont un avis à donner là-dessus. Puis, tu sais, des fois, ça vient me titiller un peu plus. Mais là, après ça, c'est vraiment le temps de l'essayer. Tu sais, des fois, c'est pas tout le temps facile d'essayer un jeu avant de pouvoir l'acheter. Puis c'est pour ça que je voulais parler du service de location de jeux de l'Odyssée. Parce que l'Odyssée offre un service de location de jeux. Fait que il y a moyen d'aller emprunter des jeux à l'Odyssée, les amener chez soi, jouer un peu avec,
puis après ça, on peut les ramener. Les frais, il y a les frais là, liés à la location, là, je pense que c'est 10 piastres. C'est très peu cher pour pouvoir essayer un jeu. Puis après, on peut aussi acheter la copie du jeu en question avec un petit rabais. Hmm. Dans le fond, c'est que ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que si tu décides de l'acheter, ben tu récupères comme les 10$ que t'as mis de ta location, finalement. OK, fait que c'est, ouais. Au pire, ça te coûte 10 piastres pour l'essayer, puis au mieux, ben, tu l'as essayé avant de l'acheter, puis il te coûte pas plus ou moins cher. Ça t'a rien coûté au final. Exactement. Tu payes le prix du jeu, là, mais tu sais, ta Ouais, c'est ça. location t'a rien coûté. C'est ça. Fait que c'est un concept pas mal intéressant. Fait que je vous invite à aller à l'Odyssée, justement, poser des questions, voir c'est quoi les jeux qui sont présentement disponibles pour la location. Puis je suis sûr qu'ils vont se faire un plaisir de vous conseiller. Puis si vous faites ça, vous leur direz que c'est Board Game Duel qui vous envoie. Good, fait que maintenant, on va pouvoir passer à notre événement principal qui, justement, est directement commandité par l'Odyssée. Donc, on a 2 jeux qui nous ont été offerts par la boutique, ben, qu'on a choisi, là, on se le cachera pas. Oui, on est transparent là-dessus. C'est pas l'Odyssée qui nous a imposé notre choix de jeu aujourd'hui. C'est vraiment nous autres qui on a été voir sur le magasin, puis on a été regarder qu'est-ce qui nous tentait, puis on en a chacun pris un, puis on vous présente ça aujourd'hui. Donc voilà. Puis je répète le thème, c'est les jeux avec du backbuilding, où il faut faire du matchage de patterns, si on veut, là, tu sais, Création de motifs. ouais, un peu à la Candy Crush ou Tetris-ish, là. Puis moi, de mon côté, je vais vous parler de Bullet Star, qui a été designé par Joshua Van Lanningham et publié par Level 99 Games. Donc, c'est le 3e jeu de la série des Bullets, là. C'est comme, leur gimmick, c'est que ça s'appelle Bullet avec un emoji, là. Le premier, c'était Bullet cœur. Après ça, il y a eu Bullet orange. Puis là, il y a Bullet étoile. Puis dans le fond, tous ces jeux-là, c'est le même principe, là. Dans le fond, chaque boîte, c'est les mêmes règles de jeu. C'est juste des personnages différents qu'il y a dedans. Puis ces personnages-là vont s'affronter en se tirant dessus. D'où les bullets. Puis dans le fond, c'est un style très manga ou anime japonais, là. Dans le fond, les personnages, c'est toutes des héroïnes qui ont des thèmes un peu flyés, là. Celle-là qui est sur le cover de la boîte de Bullet Star, c'est une genre de détective, mais pour une raison ou pour une autre, elle a des bois de chevreuil. Ouais, fait qu'il l'appelle la Deer Detective. On fait des jeux de mots douteux, là, mais on n'est pas les seuls. Puis c'est ça, dans Bullet Star, il y en a 8 différentes, des héroïnes comme ça, puis ils ont tous leur style particulier, puis ils vont tous jouer de façon quand même assez différente. Dans le fond, le jeu, comment ça fonctionne? Eh ben, il y a plusieurs modes de jeu. Premièrement, là, le mode de base, c'est comme c'est des batailles tout le monde contre tout le monde, là, si on veut. Là, c'est ça peut se jouer de 1 à 4 joueurs. Puis dans le fond, un round, comment ça va se passer, c'est qu'on va avoir une phase où on va piger les balles qui sont dans notre sac. Fait que c'est là l'aspect un peu backbuilding, mais c'est pas rendu backbuilding parce que tu contrôles pas qu'est-ce qui va dans ton sac. Tu fais juste comme au début de la partie, t'en mets 10 au hasard, puis après ça, il y en a d'autres qui vont se rajouter, là, mais c'est pas toi qui choisis qu'est-ce que tu rajoutes dedans, dans le fond. Puis dans le fond, ces jetons-là, ils vont pouvoir être de 5 couleurs différentes, puis il y a des valeurs de 1 à 4 dessus. Puis dans le fond, quand je pige, mettons, un jeton bleu, ben il s'en va dans ma colonne bleue, puis là, si c'est un 2 qu'il y a dessus, ben je le mets dans le 2e espace libre dans cette colonne-là. Puis là, si j'avais déjà pigé beaucoup de jetons bleus avant ça, mais ça se peut que j'avais pas de place pour le mettre dans ma colonne, puis là, ça va tomber jusqu'en bas, puis c'est un dommage que je dois me prendre. Puis si je me prends généralement 4 dommages, là, il y a certains personnages qui ont plus ou moins de vie, là. Mais de base, si je me prends 4 dommages, j'ai perdu. Fait que comment ça se passe? Dans le fond, ça va se faire. Il n'y a pas d'ordre de tour, là, ça se fait comme en temps réel, puis on peut même mettre un timer sur cette phase-là pour comme rajouter une petite phase de stress, là.
Fait que je pige des balles tant que je veux. Je les place sur mon plateau, puis quand sur mon plateau, il y a certains patterns qui vont être respectés. Là. Donc, chaque héroïne va avoir son paquet de cartes pattern. Puis il va en avoir 3 qui vont être face ouverte devant moi. Fait que j'essaie de comme faire ces patterns-là. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais là, Sam, tu fais juste piger des jetons au hasard dans ton sac, puis tu les places selon leur numéro. Là, comment tu fais pour avoir un pattern? Eh bien, c'est là que toute la beauté puis les décisions du jeu, en fait, c'est que chacun des personnages va comme avoir des petits pouvoirs pour manipuler les balles sur son plateau. Soit en échanger 2 ou en déplacer d'un certain nombre de cases puis tout ça. Puis dans le fond, c'est que on va avoir un système de points d'action. Là. À chaque round, on va avoir un certain nombre de points à dépenser, puis chacune des actions va coûter plus ou moins de points. Puis il va nous permettre d'affecter plus ou moins notre tableau. Puis il faut comme utiliser ces pouvoirs-là pour modifier notre tableau, puis aller faire les patterns qui vont nous permettre de détruire les balles. Puis dans le fond, quand que je détruis des balles, ben je vais les donner à mon adversaire pour qu'il pige au prochain round. Puis quand on est plus que 2 joueurs, dans le fond, chacun envoie les balles au joueur à sa gauche. Fait que c'est ça, c'est un peu drôle parce que l'aspect de backbuilding est pas tant dans le fait que tu vas construire ton sac, c'est plus que tu vas aller polluer le sac de ton voisin. C'est ça, parce que tu sais, oui, tu vas en avoir pour être capable de faire tes patterns, mais à la limite, si t'en avais pas du tout, ben c'est sûr que tu prendras pas de dommages ce tour-là, tu sais. Mais ça arrivera jamais parce que dans le fond, à chaque tour, à chaque round, on va piger de plus en plus de bullets qu'on va rajouter à notre sac, en plus de celles qui ont été détruites par l'adversaire. Fait que puis pour pas que la game s'étire trop longtemps, plus il y a de gens qui meurent, plus on ajoute de bullets à notre sac. Fait que tu sais, quand il y a un joueur qui a été éliminé, d'habitude il reste 1 ou 2 rounds avant que les autres le soient aussi. Là. Tu nous, la fois qu'on a joué en compétitif, les deux on est morts dans le même tour au final. Puis ce qui nous a départagé, c'est celui qui restait le moins de balles dans son sac là, au moment qu'il est mort. Puis je dis la fois qu'on a joué en compétitif parce qu'il y a aussi un mode coopératif. Parce que chacune des héroïnes, dans le fond, tu peux comme flipper ton player board, là, puis de l'autre côté, ben il y a un mode boss. Fait que tu peux te battre contre les 8 différents boss, puis les 8 vont avoir comme leurs règles un peu spéciales. Ils vont te demander de faire des patterns à la fin du tour pour puis là, chacun va avoir comme ses règles de qu'est-ce qui arrive si tu respectes ou pas ce pattern-là. Puis les pouvoirs autant du boss que du personnage essaye de fitter un peu avec la thématique du personnage, tu sais. Comme on parlait tantôt de la Dear Detective, elle a comme 3 jetons spéciaux qui sont comme son badge, son gun, puis son uniforme de police, puis comme quand t'es pige, tu peux faire une action avec ça, puis ça fit un peu avec ce que tu pourrais imaginer de faire avec cet objet-là. Là. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Ce qui est cool, c'est vraiment la diversité des personnages, j'allais dire. Parce que là, on avait le Detective qui était comme un personnage basic. Mais après ça, moi, j'en avais un autre qui, au lieu d'avoir un deck de patterns puis d'en avoir juste 3 qui étaient visibles, j'avais toutes mes cartes, c'est-à-dire j'avais 20 patterns qui étaient disponibles en tout temps. Mais j'avais juste 2 points de vie. Fait que tu sais, ça change vraiment la façon de jouer en fonction du personnage que t'as. Ouais, moi, je n'avais pas eu une à un moment donné que, comme, une photographe, fait qu'elle est capable de faire tourner son téléphone, fait que tes patterns, tu peux les rotationner pour les faire. Ce que tu peux pas faire dans le jeu normalement. T'sais, si c'est une ligne de 3 en diagonale, ben faut que ça soit dans ce sens-là puis pas dans l'autre. Là. Elle est pas obligée, elle peut les faire tourner. Oh, parce qu'elle flippe son téléphone. Ouais. C'est super thématique. Mais pour vrai, tu sais, comme il y a des petites touches thématiques comme ça, tu sais, les noms des patterns fit avec ça. Il y a comme des petites citations des personnages. Dans la boîte, il vient aussi comme une espèce de fiche de chacun des héroïnes pis qui explique un peu sa backstory puis qu'est-ce qu'elle veut faire. Là. Honnêtement, je les ai pas lus là, mais comme si jamais ça vous intéresse, ben tu peux te gâter avec ça. Puis je pense qu'il y a certaines héroïnes qui reviennent d'une boîte à l'autre puis qui ont comme un peu changé puis évolué parce que
Il y a une histoire en arrière de ça, là. OK, bon. Elle Je doit être un pense. peu loin, là, parce que... En tout Pour cas, vrai, tu le vois pas vraiment dans le jeu. Mais comme tu dis, chacune a comme vraiment son style de jeu, ses règles particulières, puis tu joues la même game, mais pas tout à fait pareil, tu sais. vu que t'as ta petite twist pis tout ça. Puis ce qui est... Un truc qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, t'as tes pouvoirs qui sont fixes, que chaque personnage a, mais t'as un pool de pouvoirs communs, dans le fond, que tu veux que t'ajoutes à ton plateau de pouvoir. Puis ça, c'est des one-shots que tu peux utiliser pendant la partie. Puis si tu joues en coop ou si tu joues en compétitif, ils sont pas pareils. Puis ils vont influencer le jeu, justement, pour t'aider ou nuire à tes opposants en fonction du mode qu'on joue. Ouais, puis même tu peux faire il y a un mode 2 contre 2 parce que tu utilises les mêmes tuiles qu'en coop, fait que toutes des tuiles qui te donnent pas un pouvoir à toi mais qui permettent à ton partner de faire quelque chose. Tu peux comme te coordonner. En même temps, tu sais, surtout si tu joues en 2 contre 2, ben tu pourrais mettre du temps, fait que là de te coordonner, ben c'est pas facile, tu sais. Il y a la pression du parce que si tu mets un timer à la fin du round, tu peux plus faire d'action, mais tu dois quand même piger toutes les balles qui restent dans ton sac. Fait que tu sais, tu peux potentiellement t'en prendre plein la gueule puis pas pouvoir réagir, là. Si t'as pris trop de temps à penser à tes affaires. Puis c'est ça, la compagnie fournit même tu sais, des timers avec une petite toune là, pour chacune des héroïnes. On vous conseille de pas toutes les partir en même temps parce que ça peut devenir cacophonique. Mais Choisissez-en une, puis ça rajoute un peu de thématique puis de flafla au jeu. Puis tu sais, honnêtement, tu peux juste jouer avec un timer standard puis pas de musique, puis comme mécaniquement c'est assez solide puis c'est le fun là. Puis c'est ça, étant donné qu'il y a un mode coop, ben tu peux le jouer solo aussi, tu sais, comme contre le boss. Ou tu peux aussi juste faire il appelle ça un genre de time trial. Là. Dans le fond, tu fais des rondes jusqu'à temps que tu meurs, puis tu essaies d'en faire le plus possible. Là. Ils disent que ça peut être une bonne façon d'apprendre comment une certaine héroïne joue. Là. Fait que c'est quand même assez cool là, qu'il y ait comme plusieurs modes de jeu comme ça, puis qui fonctionnent toutes bien. Puis tu sais, t'as une belle diversité avec 8 héroïnes, puis tu sais, si tu veux acheter les deux autres boîtes, là, ben tu sais, tu pourrais potentiellement en avoir 24. Là. Moi j'avais joué à Bullet Art dans le temps, là, puis tu sais, c'est vraiment ils ont tous leur style particulier, puis tu sais, il y en a pas deux pareils qui se répètent là d'une boîte à l'autre. Là. Donc je pense que je vais arrêter là pour tout de suite, puis on pourra peut-être en reparler un peu plus, mais qu'on fasse nos comparaisons dans le duel. exact. Parce que là maintenant vient mon tour. Je vais vous parler du jeu Tamashii Chronicle of Ascend, designé par Camille Sanex Chiesla. Ok, je suis vraiment pas certain de la prononciation. Robert Plezowick et Lukasz Lodarczyk. Ah, c'est probablement le combo d'auteurs que j'ai le plus massacré ever. Et c'est c'est publié par Awaken Realms Light. J'aurais envie de dire Awaken Realms pas si light que ça, mais parce que c'est quand même un peu plus lourd que ce que je m'attendais. Donc dans Tamashii Chronicle of Ascend, les joueurs sont tous des espèces de hackers qui sont capables de prendre le contrôle de corps d'androïdes pour pouvoir dans le fond remplir des missions. Puis dans le fond, ces hackers-là, ils les appellent les Tamashii, doivent combattre le Ascend, qui est comme un regroupement des AI méchants qui prend le contrôle du monde puis tout ça. Ah, c'est pas un jeu où il faut que tu fasses grandir ta petite bébite? Non, ce n'est pas un Tamagotchi, mais c'est vrai que le nom pouvait ressembler un peu. Donc, dans Tamashii, on a une mécanique encore comme dans Bullet Star, une mécanique de backbuilding puis de création de motifs. Dans le fond, chaque joueur habite un corps. Ce corps-là va avoir des capacités spéciales. Donc, chaque joueur, dans le fond, en a un qui est différent. Il va avoir à ça une couleur qui va lui être attitrée au début de la partie. Puis, dans le fond, quand on va commencer notre tour, on va piocher une gang de jetons qu'on va mettre sur notre plateau personnel.
ces jetons de couleur-là vont pouvoir ensuite être déplacés dans la phase de programmation pour pouvoir créer des patterns. Puis dans le fond, on a 6 types de jetons différents. On a 4 couleurs de base, on en a un qui est wild, puis on en a un qui est corrompu, dans le fond, qui vient juste pourrir notre board. Fait qu'en fonction du personnage qu'on a, une fois qu'on a mis nos jetons, on va pouvoir faire différents déplacements de ces jetons-là pour pouvoir créer des patterns. Ces patterns-là, on a une série de patterns de base qui vont nous permettre de collecter différentes ressources, qui vont nous permettre de faire des rerolls, rouler plus de thé, bloquer des dégâts ou faire des améliorations. Puis on a des patterns plus avancés qui vont être issus, dans le fond, d'améliorations qu'on va acquérir plus tard dans la partie. Fait qu'il y a des cartes, dans le fond, qui nous permettent de faire des patterns, qui nous demandent de faire certains patterns qui vont nous donner des bonus, qui vont faire des dégâts méchants, beaucoup de diversité de résultats suite aux patterns. Ces patterns-là vont aussi nous permettre d'acheter des corps avancés, parce qu'on a tout un corps de base qui a des habilités pas super hot. Fait qu'on a intérêt à aller s'upgrader puis aller chercher un corps qui a plus de stats. Chaque corps a comme des habilités différentes encore. Fait, il y en a qui font plus de dégâts, il y en a qui programment plus, il y en a qui ont des petites gamiques particulières pour pouvoir faire plus de dégâts. Puis on va avoir aussi puis les patterns vont aussi être utilisés pour combattre les ennemis. Parce que dans le fond, dans chaque partie de Tamashii, il y a le mode coop, il y a le mode versus, mais je vais plus parler du mode de coop. C'est qu'il y a une mission qui doit être accomplie. On a un petit scénario qui nous explique la mise en situation, la situation qu'il faut résoudre, puis là, il faut atteindre les objectifs. On a un paquet de cartes qui nous guide de façon narrative là-dedans, puis qui nous donne les objectifs à remplir. Des fois, il y a plusieurs types d'objectifs différents. Des fois, ça peut être juste de se rendre à un endroit. Des fois, c'est d'activer des balises. Nous autres, on devait escorter un paquet d'une faction à une autre. T'sais. Chaque scénario a comme son histoire particulière. Puis, à mesure que le scénario avance, il va y avoir des ennemis. Le Ascend va envoyer des méchants nous combattre. Puis en se déplaçant sur le plateau, parce qu'on a un plateau dans lequel on va se déplacer, on va attirer l'attention des ennemis, puis il va falloir les combattre. Fait qu'une fois qu'on a pioché nos tokens, nos jetons, qu'on a fait notre programmation de pattern, on peut ensuite se déplacer sur le plateau, découvrir des nouvelles zones, activer les bonus qu'il y a sur les tuiles, puis finalement, on va pouvoir aussi, on va déterminer à quel point on attire l'attention des méchants, puis finalement, il y a une phase combat. La phase combat, on va avoir des dés à rouler en fonction de notre personnage. Ça va déterminer comment les ennemis vont attaquer, comment nous autres on va attaquer. Mais on fait pas tant de dégâts que ça avec nos dés. C'est vraiment avec d'autres patterns qu'on va avoir fait, parce que chaque ennemi va avoir des patterns listés. Puis en faisant ces patterns-là, on va faire significativement plus de dégâts qu'avec nos dés. Fait qu'il faut, dans notre phase de préparation, quand on sait quels monstres sont après nous autres, c'est de programmer les bonnes affaires pour pouvoir les affaiblir correctement. Une fois qu'on a fait la phase de combat, il y a une phase d'interaction du monde. Là, c'est les cartes scénario qui vont nous dire quoi faire. Là. Souvent, ça va être, il y a un compte à rebours de temps qui va diminuer, dans le fond, qui nous donne le nombre de tours qu'on a pour atteindre un objectif donné. Puis ça nous donne notre mission. Puis là, d'un scénario à l'autre, c'est tout le temps une affaire différente. Puis il faut essayer, dans le fond, de le réaliser dans le temps imparti. Le round fini, on part au début, on vérifie s'il y a des méchants qui nous rattrapent, puis après ça, on repart avec notre phase de création de pattern, de piochage de tokens, puis tout ça. Puis c'est là aussi qu'on va pouvoir faire des upgrades, fait qu'on peut dépenser des ressources pour acheter des cartes qui vont donner des patterns supplémentaires ou des habilités supplémentaires. En battant des monstres puis en avançant dans le scénario, on va gagner de l'XP qu'on peut dépenser pour s'améliorer, soit en augmentant dans le fond notre grille de programmation. Dans le fond, ça nous permet d'ajouter plus de jetons à chaque tour. Ça nous permet de faire des patterns plus longs. Ou on peut même se donner des points de vie supplémentaires ou acheter des jetons wild. Fait que il y a pas mal de stock pour un jeu qui se voulait comme un peu plus light. C'est sûr que c'est plus light que Tainted Grail ou Nemesis, là. Mais c'est quand même un peu plus c'est pas light. C'est médium, là. Ouais. Puis c'est ça. Puis à mesure qu'on fait des scénarios, il y a comme une espèce de, c'est pas tant une campagne,
mais t'as une espèce de progression qui se passe. C'est que selon ce qui se passe dans ta mission, tu vas réussir ou échouer. Puis là, tu vas gagner des bonus que tu vas pouvoir utiliser aux games subséquentes. C'est comme une campagne qui s'assume pas. Ouais, je pense que c'est comme, ils voulaient pas faire une campagne, mais ils voulaient avoir quand même des trucs, des incitatifs, tu sais, à rejouer. À rejouer. Puis en plus, chaque scénario a plusieurs fins. Tu sais, ils vont tous avoir de 2 à 3 fins différentes en fonction de choix que tu vas avoir fait dans la mission. Soit parce que tu as échoué quelque chose, soit parce que tu as décidé de pas faire quelque chose. Tu sais, même le même scénario, tu peux le faire 2-3 fois, puis tu sais, il va commencer pareil, puis à un moment donné, ça va comme changer un peu, puis ça va être un peu différent. Fait que tu sais, il y avait un scénario où fallait que je trouve des balises, que je les installe, après ça que je les défende. Puis à une autre partie, je l'ai faite comme ça, j'ai perdu. Puis là, la deuxième fois que je l'ai faite, j'ai fait à la place, je vais pas les défendre, je vais juste les abandonner. Ça, j'ai réussi. J'ai réussi à abandonner mon objectif. C'est plus facile de même. Ben ouais, puis ça s'est fini beaucoup plus vite aussi, le scénario, mais j'ai réussi à le réussir. Fait que c'est ça, il y a comme un scénario de fin, là. Une fois que t'as gagné une fois, ben si t'as débloqué une fin de chaque scénario, après ça, tu peux faire le dernier, là, probablement qui est plus tough, t'as besoin des upgrades des autres scénarios pour que ce soit faisable. C'est ça que je veux dire par comme campagne qui s'assume pas. En même temps, ça fait que t'es pas obligé de comme tout le temps jouer avec le même monde, puis tu peux faire les scénarios dans l'ordre que tu veux. Ouais, puis y a pas de gros arc narratif, tu sais. L'histoire d'un scénario va pas avec l'autre, là. C'est tout différent. C'est tout déconnecté. C'est juste que le dernier, c'est juste tu vas aller probablement attaquer le Ascend directement puis le péter à la gueule. On s'en doute. Fait que c'est ça, tu sais, l'aspect backbuilding est important parce que tu vas pouvoir t'acheter des jetons à mesure que la partie va avancer. Fait que tu vas pouvoir tout le temps altérer le ratio de chaque couleur de jetons pendant que la partie avance. Tu peux t'acheter mais t'achètes juste les wild, non? Tu peux acheter des de base aussi. Dans le fond, pourquoi tu ferais ça quand tu peux avoir un wild? C'est que le wild n'écoute pas la même ressource, tu sais. Ok, il y a une façon d'acheter les autres. Moi, je pensais on peut en gagner, mettons, en explorant des nouvelles tuiles, ça nous donne un bonus qu'on sait pas avant de l'explorer, tu sais. Qui souvent va être un jeton qui nous donne, mais je me rappelais pas qu'il y avait une façon d'acheter les jetons des couleurs. Ouais, j'ai peut-être pas mis l'accent là-dessus quand je t'ai expliqué les règles, parce qu'il y avait quand même beaucoup de stock. Mais c'est une des upgrades que tu peux faire. Tu sais, t'as comme une ressource que tu peux utiliser pour équiper des cartes. Ben, celle-là, tu peux l'utiliser aussi pour altérer, dans le fond, ton sac. Tu peux dire que tu tranches carrément un jeton d'une couleur, puis tu peux en ajouter de couleurs particulières. Ah, ok. Fait que tu sais, il y a ça qui rentre en ligne de compte, fait que tu peux altérer ton sac comme tu veux. Fait faut que tu fasses attention parce que... Tu dis comme tu veux, ça coûte quand même des ressources qu'il faut que tu accumules, là. C'est pas, pas gratuit non plus, là. Non. Je sais pas toi, mais moi, en tout cas, j'étais pas noyé dans les ressources. Non, c'est ça, Puis la façon dont ça marche aussi, c'est que tu récupères pas les jetons que tu as utilisés pour les patterns tout de suite, t'sais. Faut que tu ailles vider ton sac avant de reprendre ce que tu avais déjà utilisé. Fait que tu sais, t'en as pas de trop. Puis faut faire attention aussi à comment si tu décides de jouer là-dedans, tu sais, faut pas que tu te ramasses que t'as plus une couleur puis qu'à un moment donné t'en as besoin. Parce que tu sais, les couleurs sont quand même pas mal plus importantes. Tu sais, t'as des boucliers qui sont super importants parce que tu perds des points de vie assez rapidement. Puis la façon dont le système des ennemis fonctionne, c'est que tu fais un deck de cartes d'ennemis. Sur le dessus du deck, dans le fond, il y a un nombre fixe en fonction du nombre de joueurs d'ennemis de niveau faible qui vont en augmentant. Puis à la fin, tu tombes dans le deck de monstres niveau 3, qui les autres sont juste tous trop forts. Puis qui peuvent facilement, tu sais, s'il y en a 2 sur toi, puis que t'es pas chanceux, ils peuvent te one-shot direct. Fait que mais t'as comme tout le temps un pattern que tu peux assez facile à faire pour te débarrasser de l'ennemi, mais ça fait qu'il faut que tu rajoutes un jeton qui pollue ton sac, tu sais. Ouais. Ben là, t'as un pool limité de ça, fait que tu veux pas abuser de ça.
En même temps, des fois, t'as comme pas le choix ou comme, tu sais, nous, on était très économe là-dessus en début de partie, puis en fin de partie, on était comme, ah non, ce monstre-là me fait chier, je me prends une corruption. Ah, ce monstre-là me fait chier, je me prends une corruption. Tu sais, on avait du lousse, là. Ouais. Puis on avait réussi à jouer, on n'était pas mort souvent. Parce que dans le jeu aussi, il y a une mécanique, dans le fond, tu peux mourir. Mais vu qu'on est comme on n'est pas, vu qu'on peut habiter des corps différents, mais c'est juste que le corps que tu habitais, il s'est fait péter. Fait que tu peux récupérer un autre corps. Fait que tu fais juste accumuler des jetons de corruption. Tu dépenses ton pool de jetons de corruption, puis ça fait que c'est un des critères qui peuvent faire que la mission échoue. Mais comme on a dit, tu sais, il y a une économie là-dedans. Tu sais, nous autres, on avait réussi à pas en dépenser ben. Fait qu'à la fin, on était capable de se dire, bon, on a du lousse, là, on achève, là, on peut toutes les prendre, les jetons de corruption s'il faut. Fait que c'est ça. Puis tu sais, en fonction des améliorations des personnages, tu sais, il y a de l'interaction entre les joueurs. Tu sais, moi, j'avais un personnage qui était assez défensif, mais dont les cartes faisaient aussi que je pouvais assez souvent proposer à Sam de dire, OK, tu veux-tu faire un switch de ressources, là, tu sais, admettons, t'as produit d'une ressource que tu utilises pas bien, mais tu peux décider d'en dépenser une pour te donner une autre ressource à la place. Les bonhommes sont assez... Ouais, moi, je tapais fort, puis dans le fond, quand j'étais à côté de Vincent, quand il attaquait, ça lui donnait un dé de plus, puis là, s'il était capable de tuer son ennemi avec ce jet-là, moi, ça me donnait une ressource. Fait qu'on avait comme des pouvoirs qui se complémentaient bien, je trouvais. Ouais, non, ça a bien fonctionné. Puis c'est ça, dans le fond, on a... Dans le jeu de base, ben, t'as 4 personnages de base, mais t'as plusieurs autres corps, dans le fond, qui peuvent être habités, puis qui peuvent ajouter de la diversité. T'as des decks d'amélioration, enfin, parce que chaque joueur peut choisir une classe au début de la partie qui lui donne accès à certaines améliorations. Puis il y a des decks d'amélioration de factions en fonction de ce qui apparaît sur le plateau. Le jeu se joue bien à deux. À deux, je trouvais que ça coulait bien parce qu'il y a beaucoup aussi de phases qui se font en simultané. Il y a quelques moments où il faut exécuter les choses tour par tour, mais il y a beaucoup de simultanés. Fait que tu sais, ça, surtout le début, la phase d'amélioration, où est-ce que tu choisis tes upgrades, où est-ce que tu fais ta programmation, ça, tout le monde le fait en même temps. Fait que ça roule quand même assez vite, tu sais, t'as pas trop de downtime. Fait que ça, je trouvais ça bien. Puis, il y a un mode solo aussi. Tu sais, pour certains jeux, des fois, tu te dis, ah, je vais jouer 2 personnages au complet. Puis il y a des jeux pour lesquels ça se gère bien, mais dans le cas de Tamashii, c'est plus compliqué parce que dans le fond, ça double littéralement le temps que tu prends à faire tes patterns. Fait que, Ouais, qui est comme ce qui prend le plus de temps, là. exact. Mais il offre une option où justement, t'es en solo, mais on te donne un autre standee à côté qui te permet de découvrir la carte aussi vite que si t'étais à 2 joueurs. Puis tu peux utiliser ce standee-là en payant une ressource. T'as une ressource supplémentaire pour le personnage solo que tu peux dépenser pour faire les actions comme si t'étais à la place de l'autre standee. Fait que ça, je trouve que c'est une façon quand même ingénieuse de faire un solo, mais sans que ça soit trop difficile à gérer, puis que ce soit aussi efficace en termes de gestion de tour. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Sinon, il y a des extensions. Tu sais, veux pas, c'était un socio-financement au départ. Là. Nous autres, moi j'ai acheté la version au détail. Ben je dis j'ai acheté. On s'est fait donner Ouais. la version au détail par l'Odyssée. Puis je trouve que c'était pas le bon choix parce que ça me fait penser un peu comme dans ISS Vanguard. Tu sais, la version GameFound, tu sais, il y a des mini puis tout ça, mais ils ont pas beaucoup d'impact dans le jeu, là. C'est tout des standees, tu sais, c'est juste pour dire ton corps il a l'air de ça. Puis au final, nous autres, même les corps avancés, souvent on prend pas la peine de changer les standees, on garde le standee de départ puis on continue là. Ouais, Fait pis ça brise pas trop l'immersion, puis... Mais, tu sais, même à ça, je trouve tu sais, le côté visuel, le jeu, il est vraiment beau, là. T'as vraiment l'espèce d'univers cyberpunk, un peu post-apocalyptique, ou pas tant post-apocalyptique, mais comme... dystopique, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est C'est pas ça. le fun de vivre dans ce monde-là, puis mais tu sais, c'est coloré, puis c'est bright, c'est néon.
Ouais. Néon, c'est le mot, là. Tout est mauve, bleu, flash à mort. Puis tu sais, les designs des personnages, tu sais, ils font tout un peu comme samouraï cyborg un peu, tu sais, ou hacker. Fait que tu sais, ceux qui connaissent un peu Cyberpunk, l'univers Cyberpunk, mais ça ressemble un peu à ça, tu sais. On sent l'inspiration. Ouais. Puis c'est ça, puis malgré le fait qu'il y a quand même, on va quand même rouler des dés quasiment à tous les tours, l'aspect que c'est les patterns qui font la majorité du dégât puis des actions, ben tu sais, je trouve que ça fait que si tu programmes bien tes affaires, tu dépends pas trop des dés. En fait, tu t'arranges pour pas trop dépendre des dés. Tu dépends pas des dés, mais tu dépends quand même de qu'est-ce que tu piges. Ouais. Parce que oui, tu sais, t'as de la programmation, tu peux changer. Tu sais, dans le fond, avec les corps de base, nous autres, on a quoi? Tu peux faire 4 mouvements de... Ouais, il y avait 4-5 patterns que tu peux tout le temps faire. Non, mais je veux dire, à ton Tu peux... tour, quand tu programmes, c'est que carrément, tu déplaces 4 jetons. Ouais. Fait que tu sais, s'ils sont, dépendamment de comment ils tombent, ça se peut que t'aies pas beaucoup de patterns possibles à faire, pis t'as comme pas vraiment le choix. Moi, je t'avoue que c'était souvent ça, là. Je pigeais mes affaires, puis là, je regardais, puis j'étais comme, bon, il y a peut-être 2 patterns que je peux faire ce tour-ci. Je suis capable de faire les deux. Je pense que oui, mais tu sais, au final, tu sais, oui, c'était un puzzle, puis comme, j'ai l'impression que je fais quelque chose, mais c'est pas comme si j'avais le choix entre 10 patterns différents, puis que là, j'étais capable de faire les 10, puis là, tu essaies d'optimiser puis de choisir. C'est comme, bon, ben, mon plateau est comme ça. En tout cas, moi, je voyais pas plus qu'une ou deux options, là, à chaque tour, là. Ouais, c'est sûr que des fois, t'es un peu pogné avec qu'est-ce que t'as piégé. Là, c'est aussi à ce moment-là qu'il faut que tu regardes ce que tu peux faire au prochain tour. C'est lesquels tu peux préparer. Parce que le positionnement dans ta grille de programmation va influencer aussi ce qui va rentrer dessus. C'est que dans le fond, il y a des espaces qui vont être comblés au début du tour, puis il y en a d'autres qui seront pas remplis pour te permettre de faire des mouvements. Fait que, tu sais, si tu vois que là, ce tour-ci, t'es pas capable de faire grand chose, ben c'est là qu'il faut que tu écartes un peu, tu te fais de la place pour qu'il y ait d'autres tokens qui arrivent pour avoir plus de plus d'opportunités. Plus de choix, mais en même temps, c'est ça. C'est que, tu sais, mettons, je peux m'en aligner tu sais, je peux faire, mettons, 2 tiers de mon pattern, puis espérer que un de ceux qui est proche, qui va tomber, ça soit la bonne couleur pour le compléter, là. Mais j'ai pas de Ouais. garantie non plus. Non. Mais là, tu peux essayer d'aller chercher un corps un corps avancé qui te permet de faire plus de programmation. Ouais, mais Mais faut pour que aller tu chercher sois le bien corps placé. avancé, il faut que tu fasses un espèce de gros pattern. Ouais. Ben, c'est ça. Je dois avouer que Juste. moi, j'ai pas poussé pour, mais je trouvais que ça avait comme tellement l'air d'être de la job pis souffrant. C'est pas souffrant, mais tu sais, comme, Ben, il ça a a l'air fallu que d'un. j'investisse beaucoup pour être capable de le faire, là. Ouais. Parce que tu sais, c'est vrai que un tour, tu sais, tu fais pas énormément de patterns. Tu sais, tu fais des patterns à tous les tours, mais tu fais pas comme 4 patterns dans ton tour. Fait que tu sais, s'il faut que tu skippes un pattern, ben, tu skippes, dans le fond, de faire un pattern un tour pour pouvoir faire un corps avancé au prochain, ça peut avoir l'air de coûter cher, mais c'est au début où ça vaut la peine parce que c'est là où t'as moins de monstres, pis tout ça, t'es un peu plus en contrôle de la game, puis c'est là où ça devient payant. T'sais, aller chercher ton corps avancé rapidement, ça te Ouais. donne beaucoup d'avantages plus tard parce que là, à chaque tour, t'as plus de programmation, plus de patterns. Toi, t'as fait un truc qui est quand même cool aussi, puis moi, finalement, je l'ai pas fait, puis ça a peut-être pu aider, c'est qu'en débloquant, c'est que ta grille, au début, elle a toute une colonne qui est barrée, puis tu peux débarrer en faisant certaines actions, ben, en la débarrant, en plus de te donner plus d'espace, ça fait que tu peux mettre plus de tokens à chaque tour. Ouais, ben c'est ça, je me suis dit, je vais faire ça le plus vite possible, comme ça je vais me donner plus d'options, je vais avoir plus de chances de réussir les gros patterns. Mais tu sais, comme au moment où c'était tout débarré, je me disais là, ça vaut pas tant la peine de skipper un tour pour aller chercher le corps avancé. La fin de la game arrive, fait que tu sais, je vais trimer dur 2 tours pour peut-être être capable de le faire ou peut-être pas. Puis là, il va rester un tour à la game, là. Parce qu'au final, on a joué quoi, peut-être 8 rondes?
À peu près, ouais. Ça ressemble à ça, je pense. Fait que, tu sais, d'en skipper 1 ou 2, ouais, c'est beaucoup, là. Ouais. Mais ça peut valoir la peine. Mais aussi, là, on avait un scénario un peu spécial qui était différent de ceux que j'avais joués. Parce qu'on a commencé la partie puis on avait beaucoup d'améliorations par rapport à d'autres scénarios. C'est ça, tu sais, même au niveau du setup, ce scénario-là disait, bon, ben, tu pars avec tes 2 cartes de départ. En plus, t'avais droit à un token qui pouvait être un token wild. Puis en plus, on avait une autre carte d'amélioration de plus qui était comme déjà disponible alors que d'habitude on n'en a pas. OK. C'était on est parti bien équipé, je te dirais, pour ce scénario-là. C'était différent des autres scénarios que j'avais fait où est-ce que là tu pars, t'es à peu près tout nu. Fait que là on avait fallait adopter une stratégie différente puis fallait profiter du fait qu'on avait beaucoup de cartes d'amélioration. Ce que je pense qu'on a fait pas mal aussi. Ouais, c'est peut-être ça qui a fait que j'ai pas eu besoin de... Ou en tout cas, j'ai pas senti le besoin d'aller me chercher un meilleur corps. Ouais. J'étais bien dans ma peau, j'ai accepté comment j'étais, j'ai pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Bon. Mais tu pouvais devenir une meilleure personne, Sam. Qui n'aspire pas à devenir une meilleure personne? Ouais, mais c'est pas en changeant ton corps que tu deviens une meilleure personne. Faut que ça vienne de l'intérieur. Ah, mais tu sais, si t'es plus en accord, si t'es en meilleure acceptation de toi-même, je pense que tu peux juste devenir une meilleure personne. Bon, là, on devient un peu, Pseudo-philosophique. ouais. Fait que, mais c'est ça. Donc, c'était Tamashii Chronicle of Ascend. Puis là, on peut commencer à s'ostiner un peu. Je vais en parler vite, avant de l'oublier, parce qu'il y a un mode versus aussi dans Tamashii, qu'on n'a pas testé, mais que c'est un peu, t'as une mission une mission aléatoire qui est générée, puis tu vas collecter des points en fonction de conditions du scénario. Fait qu'il y a des actions qui vont te faire des points. Tu vas faire des points en fin de partie avec les améliorations que tu vas avoir faites sur ton plateau personnel. Puis c'est ça, j'ai pas eu le temps de l'essayer encore. Ok, fait que tu tapes pas vraiment dessus. Plus comme qui réussit mieux le scénario. Il y a ça, faudrait que je vérifie si on se tape dessus, mais il me semble que c'est C'est pas ça le direct. focus, là. C'est ça. Ouais. Ouais, je vois moins l'intérêt, on dirait. Ouais, puis en tout cas, en fait, moi je l'avais choisi en ne sachant pas qu'il y avait un mode compétitif. C'est pas ça moi, qui m'avait intéressé, c'était vraiment plus l'aspect, c'est l'espèce d'aspect de mission, ce scénario où est-ce qu'il faut que tu t'accomplisses un objectif. Ah, tu vois, moi je trouve ça c'est un point Team Sam parce que tu sais, dans Bullet, t'as le mode coop, t'as le mode compétitif, puis les deux marchent aussi bien l'un que l'autre, puis comme thématiquement ça fit aussi là. Soit que t'es comme des héroïnes qui se tirent dessus ou qui se teament ensemble pour aller battre la super héroïne qui est comme viré Berserk, Super Saiyan, Magical whatever Girl l'équivalent qui dans les trouve son focus là. Ouais, mais tu sais, c'est quand même moins cool que d'aller combattre des IA puis des Terminators puis des robots qui vont essayer de t'attaquer, tu sais. Puis là, je trouve que tu files hacker dans ta machine au niveau de la thématique, tu sais. Tu fais des patterns, ça te permet de hacker les méchants. Moi je trouvais que l'immersion était quand même cool. Ouais. Ben, je suis d'accord avec toi que visuellement, tu sais, ça vend bien son thème. Mais tu sais, de tasser mes petits jetons rouges pour faire une ligne de 3, je pense que c'est pas comme ça que ça marche le hacking. Peut-être, mais il y a plein de films où est-ce que genre ils ont toutes des espèces de pads dans les mains puis ils bougent les affaires. Je me rappelle, je sais plus si c'est dans un... J'ai déjà vu un film où est-ce que tu sais le pad de hacking ça a l'air d'être un truc. Le Ça ressemble Power à Glove de Nintendo, là. ouais ça, mais genre avec une espèce de pattern de cube Rubik où est-ce que le monde il tape dessus. Ça me dit de quoi. Mais ça fait plus thématique ça. Je trouve ça peut avoir plus d'informatique puis de hacker que les bullets dans Bullet. Tu sais,
Ben, c'est carrément des affaires qui t'arrivent dessus, puis tu t'es envoies à l'autre, en tout cas, les deux, en fait, je trouve Bullet un petit peu plus thématique, mais pas tant que ça, là. Les deux, comme le thème, il est un peu plaqué, mais il fit bien, puis il est bien rendu visuellement, puis le matériel fit avec ça, puis le artwork le vend bien. Mais niveau gameplay, tu sais, le lien entre le gameplay et le thème, moi je l'ai pas tant senti dans aucun des deux jeux, là. Non, c'est sûr que tu sais ça fait très abstrait. Oui, puis tu sais, ça fit avec genre faire des patterns, là, tu sais, c'est très abstrait ça aussi, là. Tu sais, dans Candy Crush, t'as pas vraiment l'impression de manger des bonbons non plus, là. Ouais. Même si ça dit sweet ou delicious, tu sais, c'est... Puis sinon, c'est ça, je pense qu'il y a pas... tu sais, l'autre gros point de comparaison, c'est peut-être au niveau backbuilding, que tu sais, dans Bullet, il y en a pas vraiment, là. C'est plus comme ta génération de hasard, dans le fond, là, qui est faite de même, puis t'as pas de contrôle sur qu'est-ce que tu mets dedans. Versus dans l'autre que tu en as un peu plus, mais en même temps, un coup qu'ils sont tombés, t'as pas de temps plus de contrôle dans l'un que dans l'autre. Mais je trouvais que dans Bullet, t'as plus de lousse pour déplacer des affaires puis faire des patterns. T'sais, c'est plus facile, t'as plus de points d'action à toutes les rondes, tu bouges plus d'affaires, c'est des affaires plus funky que juste comme tasser un jeton de 1, là. C'est sûr que tu T'as fais plus... plus de patterns dans Boulette que dans Tamashi. Puis je trouve que t'es plus créatif dans la façon que tu peux faire pour les créer. Dans Tamashi, t'as une mécanique qui arrive des fois. Là, nous autres, on l'a pas eu souvent. Mais t'as une mécanique qui s'appelle Prepare, où là, tu vas pouvoir aller chercher dans ton sac, puis regarder le token avant de le mettre. Ça m'est arrivé dans d'autres parties un peu plus fréquemment, où là, j'avais l'opportunité de pouvoir vraiment avoir un token dans les mains puis de dire, lui, je le mets où? Où est-ce que ça va m'aider plus tard? Là, Mais nous autres, on t'as de l'a quoi pas de vu. même dans Bullet aussi, tu sais. Ouais. Mais tu sais, Puis, c'était pour préciser que, tu sais, tu peux avoir un peu plus de contrôle dans ta machine sous certaines conditions. ouais. Mais je pense quand même que, règle générale, t'en as plus dans Bullet. Puis tu sais, t'as aussi l'aspect que il y a certaines bullets qui sont des étoiles, puis là quand tu pètes des étoiles, ça te redonne de l'énergie, fait que là tu peux faire plus de manipulations, tu sais, comme il y a un petit peu plus, tu sais, au niveau de faire les patterns, c'est un peu plus élaboré, je trouve. Ouais. C'est sûr que dans Bullet, c'est parce que il y a juste Il y a ça. juste ça, c'est ça. C'est ça, Tandis la que, mécanique. Puis t'as à peu près juste ça. tandis Là, que dans l'autre, t'as comme l'aspect dungeon crawl-esque, que tu te promènes, t'explores, tu combats des ennemis. Puis tu sais, la construction de pattern est comme un truc de plus, tu sais, c'est pas, ouais, tu fais pas juste ça, tu sais, le cœur, c'est plus de faire la mission, puis il faut que tu utilises les patterns pour faire la mission. c'est ça, c'est comme un outil que tu utilises versus dans l'autre, c'est ça le jeu, tu sais. C'est ça. Ce que j'aimais, ce que j'aime de Tamashi, c'est au niveau des personnages. Tu sais, on a beaucoup de diversité de personnages dans Boulette, mais dans Tamashi, il y a un peu de construction de personnages. Parce que à mesure que tu commences avec un personnage assez basic puis tout ça, mais tu peux aller le modifier, tu sais, en modifiant ton sac, en allant chercher des cartes d'amélioration qui vont peut-être te pousser vers une stratégie plus qu'une autre, en changeant ton corps qui va te donner des bonus supplémentaires. Tu sais, certains corps sont plus portés défensifs, d'autres plus offensifs. Fait que je trouve qu'il y a un truc cool. Puis puis il y a aussi une petite quête personnelle, là, ils appellent ça le Learning Protocol, qui peut te donner des bonus supplémentaires si tu réussis certains objectifs. Fait que je trouve que tu sais, j'aime l'aspect progression Ouais. dans ton petit scénario. Puis tu sais, t'as un peu de personnalisation de ton personnage. Fait que tu sais, si t'aimes plus faire telle affaire, tu peux t'optimiser un peu. Ça, je trouvais ça intéressant dans ta machine. Puis tu sais, vu que c'est pas des scénarios qui sont, ben, là, on a joué des scénarios qui étaient pas extrêmement longs. Il y a des scénarios qui peuvent être beaucoup plus longs, là. Tu sais, on a comme trois catégories de longueur de scénario. Ouais.
Je pense que c'est la plus grosse différence entre les deux. Tu sais, Bullet, une game, ça va être 15-20 minutes, peut-être un peu plus long au début, quand tu sais pas trop qu'est-ce que tu fais, puis si tu joues contre le boss, tu sais, la première game nous a pris un peu plus de temps, parce que justement, la structure du tour est pas tout à fait pareille, là, quand tu joues contre le boss ou un contre l'autre, puis il y a comme pas un aide de jeu pour chaque, fait que là, c'est juste comme, ah oui, quand t'es dans le boss, faut que tu skippes telle étape, là. Fait que ça, je le maîtrisais moins bien, fait que ça a été plus clunky au début. Mais reste que, dans tous les cas, c'était quand même plus rapide qu'une partie de Tamashii. Oui. Non, c'est sûr qu'une partie de Tamashii, c'est plus long. Même les plus courtes parties de Tamashii vont être plus longues que n'importe quelle partie de Bullet. C'est un peu plus d'investissement, mais tu sais, c'est pas non plus extrêmement prenant. Là. Non, c'est pas quelque chose que genre, ça va être juste ça ta journée, puis c'est un événement, là. Non, c'est ça. Tu peux faire... j'ai amené Ben un quoi que soir de j'imagine que semaine. les scénarios plus longs, c'est peut-être ça aussi, là. Ouais, les scénarios plus longs, ça peut devenir quand même assez long. Là. Tu sais, ça dépend aussi. Ce qui est particulier un peu, c'est que tu sais, en fonction des choix que tu vas faire, tu sais, ça se peut que le scénario soit plus long ou plus court que ce que tu t'attendais au départ. Mm-hmm. Ça, c'est ça. C'est difficile de gager un peu comment que ça va durer, là, parce que le scénario est pour beaucoup. Ouais. Ça me rappelle un peu Journey's Middle-earth pour ça. Ouais, tu peux te dire, ah, ça dit que c'est pas trop long, mais je sais pas vraiment tant que tu l'as pas fait. Là. C'est ça. Mais tu sais, on parle là, depuis tantôt, puis comme j'ai l'impression que mon jeu idéal, là, ça serait comme tu prends le système de manipulation puis de faisage de pattern de Bullet, puis tu rattaches comme tout le reste qu'il y a dans Tamashii. Puis là, ça ferait un jeu vraiment cool. C'est un gros dungeon crawl. Fait que tu sais, plutôt que rouler des dés ou gérer des cartes, tu sais, tu fais des patterns, mais tu fais vraiment des patterns. Ouais. Ouais, ça pourrait être pas pire. Parce que c'est vrai que ça viendrait chercher comme le truc. Le meilleur des deux jeux, je trouve. Ouais. Il y a de quoi faire. Ouais. Fait que s'il y a des éditeurs ou des designers qui nous écoutent, je vous donne cette idée-là. Puis on appellerait ça comment? T'as ma boulette. Puis c'est des spaghettis qui s'attaquent mutuellement, genre. Bon. Je pense que là-dessus, on va mettre fin au débat, à moins que tu aies autre chose à rajouter. Fait que je pense pas que tu peux te taper ça, là. Ouais, non, je pense que là, c'est le moment de partir, tu sais, sur un gros high comme ça, là, c'est le bon moment de partir, tu sais. Ouais, c'est le bon moment de partir. D'accord. Fait que c'est à vous de parler. Dites-nous, il va être hashtag Team Sam avec Bullet Star. Ou hashtag Team Vince avec Tamashii Chronicle of Ascend. Ou peut-être que vous avez un autre jeu dans lequel on fait des patterns puis qu'il y a du backbuilding que vous aimez mieux que ces deux-là. Dites-nous ça dans les commentaires sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, ou venez jaser sur notre Discord. Discord, c'est un genre de chat room avec dans le fond, nous on a un serveur avec différents channels là, où ce que les gens peuvent parler du podcast, des jeux qu'ils ont joué, on a des gens qui postent les photos de leurs parties. Des fois on organise des parties en ligne sur BGA. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, on serait peut-être dû pour en refaire une coupe d'ailleurs. Ouais, c'est une bonne idée, ça. Bref, on peut jaser de jeux, mais de d'autres choses aussi. Puis moi j'aime toujours ça, lire vos commentaires là-dessus, puis ben là-dessus ou ailleurs. Donc merci à ceux ceux et celles qui participent déjà. Merci à vous de nous écouter. Merci à Chrysalis pour notre chanson thème. Merci à nos Patreons qui nous supportent. Oui. Et aussi, merci à l'Odyssée qui nous supporte aussi. Puis ben merci à moi de te supporter. Non, j'allais dire j'allais dire qu'il te supporte surtout toi, tu sais, parce que c'est difficile de te côtoyer des fois. Je t'ai pris de vitesse. Ouais, maudit. Ok, merci à tout ce beau monde-là.
Puis, si vous voulez nous supporter sur Patreon pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès aux capsules en dessous de la table, ça vous donne accès au dessous de Board Game Duel. Il y a un channel privé sur notre Discord pour les Patreons aussi. Ça vous donne accès à tout ça. Sinon, si vous pouvez aussi juste faire un review, écrire un commentaire, enfin nous noter 5 étoiles et faire une petite review écrite sur votre application de podcast préférée. Ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi juste parler du podcast aux gens avec qui vous jouez. Une petite recommandation. On est toujours content d'avoir plus de nouveaux auditeurs et auditrices. Et on a aussi un spread shop pour acheter des t-shirts et autres articles à notre effigie. Là, j'arrête parce que j'ai l'impression que je demande plein d'affaires. C'est trop long. Ouais, la prochaine fois, ce que j'allais dire, c'est que si vous voulez demander quelque chose à Sam en échange, vous aurez l'occasion de le faire parce que samedi prochain, on va être au MIP-Olympiade. Vous allez pouvoir nous voir, on va être attitré aux jeux libres, fait qu'on va expliquer des jeux toute la journée. Fait qu'on pourra peut-être même jouer avec des gens, j'imagine, là, selon à quel point on va être occupé, là. Fait que n'hésitez pas. Fait que vous allez pouvoir demander plein de choses à Sam si vous voulez. Puis une autre journée où vous pouvez me demander de jouer à ce que vous voulez. Jusqu'à une certaine limite, mettons, là, mais bref. Parce que moi j'avais déjà un jeu en tête, hein. En tout cas, où ce que c'est sûr que je vais avoir le temps de jouer avec vous, c'est la journée Board Game Duel, le 30 juin, à l'Odyssée. Il reste encore de la place, fait que si vous voulez venir, manifestez-vous. On va avoir une belle journée, remplie de jeux, ça va être vraiment cool, j'ai très hâte. Ouais, on a hâte de vous voir en personne. On se dit à bientôt. Et j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye.